RCN. Le son de la différence. On va pas se raconter d'histoire sur RCN, Philippe Rivet. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de l'émission À pas se raconter d'histoire, diffusée ce vendredi 22 novembre 2024. Cette émission a été enregistrée la veille dans les conditions du direct. Elle reçoit Estelle Mercier, députée PS de la première circonscription de Meurthe-et-Moselle, qui couvre pas loin des 2/3 de Nancy et une partie de sa banlieue est. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors que l'agenda parlementaire sur lequel nous reviendrons, bien sûr, est particulièrement dense et bousculé avec cette session budgétaire sous fond de crise sociale, agricole, on va même dire politique. Jusqu'à midi, on va pas se raconter d'histoire sur RCN. Tout d'abord, comme c'est l'habitude de notre émission, on va jeter un œil sur votre parcours personnel et politique. Même si vous êtes né à Paris, vous êtes, dites-vous, nancéienne depuis presque toujours. Alors, je ne suis pas née à Paris, hein. C'est une erreur de Wikipédia. Ah. Je suis née à Nancy. Vous êtes née à Nancy, bon, oui. Parce que c'était précisé sur votre bio que vous étiez née à Paris. Sur le site de l'Assemblée nationale, mais c'est une erreur. Je suis née à Nancy, donc je suis vraiment une nancéenne. Nancéenne, pur sucre. Pur sucre, voilà. Vous avez grandi dans le quartier Saint-Nicolas. Vos parents étaient enseignants. Votre père, militant et responsable syndical. Et il est d'ailleurs toujours très engagé dans la vie sociale et associative parce qu'il est l'actuel président du conseil d'administration de l'OHS, l'Office d'hygiène sociale. Vous nous direz si vos parents vous ont communiqué, si ce sont vos parents qui vous ont communiqué le virus de l'enseignement et de l'engagement, car après des études de gestion, vous êtes devenu maître de conférences et chercheur à l'Institut d'administration des entreprises, tout en prenant des responsabilités électives au sein de l'université, mais pas seulement. Dès l'an 2000, donc il y a quasiment 24 ans. 24 ans, voilà, vous êtes engagé en effet dans la politique locale. Tout d'abord, à Essey-les-Nancy, vous avez été adjointe au maire chargée des finances. Entre 2001 et 2014, vous avez travaillé auprès de Michel Stricher, puis de Jean-Paul Monin. Et ensuite, vous mettez le cap sur Nancy, où on vous retrouve comme directrice de campagne de Mathieu Klein en 2019 en vue des municipales de 2020. Vous vous retrouvez alors à nouveau chargé des finances, mais aussi des ressources humaines, de la commande publique et des mobilités. Vous vous investissez également au sein de la commission RH de France Urbaine. France Urbaine, c'est l'association qui regroupe les grandes villes, les métropoles, les communautés urbaines. Et manifestement, ça ne suffisait pas à votre bonheur, parce que la dissolution surprise décidée par Emmanuel Macron au lendemain des européennes vous offre l'opportunité d'être investi aux législatives et de les remporter confortablement au second tour par quasiment 64%. 63,96 si on veut être précis. Pour conclure votre portrait, je préciserai que vous siégez, mais quelle surprise, au sein de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Ce qui fait de vous une femme de chiffres, même si vous nous expliquerez sans doute que les finances, c'est pas seulement une affaire de chiffres, c'est déjà de la politique. Exactement. Estelle Mercier, avez-vous quelque chose à ajouter ou à commenter ou à rectifier par rapport à ce portrait ? Non, c'est tout à fait exact, à part la naissance à Paris. Mais c'est tout à fait exact ce que vous avez dit. Pour le moment, je m'y retrouve bien. Et ce goût de la politique, là, c'est mieux parce que chez les Mercier, on discutait politique à table. Ah oui, tout le temps. Avec un papa qui était syndicaliste auprès des enseignants, donc au syndicat des enseignants, anciennement c'était le SNI. Voilà, qui était en gros le principal syndicat de la FEN, voilà. Si on fait un peu d'histoire. Exactement. Donc déjà un peu syndicat réformiste quand même, hein, dans la foulée. Donc on parlait beaucoup de ça. Moi j'ai été emmenée quand j'étais gamine dans les manifestations à Paris, dans les trains où on faisait des trains complets d'enseignants qui allaient manifester, notamment par exemple sur le projet de Vaquet par exemple, j'en ai souvenir, où il fallait trouver des slogans dans les trains. Chers camarades, nous cherchons les slogans pour la manifestation. Donc j'ai été traînée depuis toute jeune dans les manifestations, ça c'est sûr, ça n'a pas changé, dans un contexte effectivement d'engagement syndical fort pour l'égalité, pour l'éducation, très important, pour la fraternité aussi.
mes parents étaient très engagés, parce que ma maman, avant de devenir enseignante, elle était éducatrice spécialisée à l'OHS, justement. Et donc, on était très, très tôt confrontés au monde du handicap. Mes parents avaient accueilli un enfant handicapé avec nous pendant une dizaine d'années, donc c'était comme notre frère. On a toujours baigné dans ce milieu du handicap, et c'est pour ça d'ailleurs que maintenant mon père est président du conseil d'administration de l'OHS, où il continue à œuvrer dans ce milieu qui lui est particulièrement cher. Donc oui, il y a beaucoup de choses. Et puis le quartier Saint-Nicolas, qui est aussi un théâtre de vie particulier, où la diversité, elle était au quotidien, dans la rue, à la fois à l'école, puisque étant à l'école maternelle dans le quartier. Et puis ensuite, les week-ends, on voyait vivre ce quartier qui était toujours très vivant, très, très intéressant. On fréquentait. Donc vous avez décidé à quel âge de vous engager politiquement c'est venu un peu au fur et à mesure dans le fait de s'engager dans des associations, par exemple. On avait créé une première association avec ma sœur pour lutter contre l'apartheid, par exemple, quand on était au lycée. Puis après, on a fait nos études l'une et l'autre. J'étais engagée dans les associations étudiantes. Puis ensuite, quand j'étais docteur, en cours de thèse, quand je faisais ma thèse de sciences de gestion, j'étais engagée dans une association pour lutter contre la précarité des doctorants. En fait, au fur et à mesure, il y a toujours un construit, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on défend une cause. Pourquoi le PS ? Parce que c'est le parti qui est le plus proche de mes valeurs, avec une idée quand même de progrès social et de pouvoir essayer de trouver quand même le maximum de compromis par rapport à des situations. Moi, je ne suis pas une radicale. Vous définissez comment alors, comme socialiste ou comme social-démocrate ? Pour moi, les deux sont complémentaires. C'est-à-dire qu'on voit bien que social-démocrate, ça brasse très large aujourd'hui. On ne sait d'ailleurs pas toujours ce que ça veut dire réellement. Puisque tout le monde se revendique un peu de la social-démocratie, mais c'est beaucoup plus large. Mais dans les socialistes, il y a aussi plusieurs mouvances qui sont on a compris qu'il y avait plusieurs expressions. Courants, hein. Tout le monde se souvient encore du congrès de Rennes, voilà. Du congrès de Reims. Moi, je suis quand même naturellement quelqu'un de plutôt modéré qui a envie de construire et qui a un esprit extrêmement positif et aussi dans l'idée de la responsabilité et de pouvoir gouverner. Voilà. Est-ce que vous êtes fixé, par exemple, c'est le mauvais temps qui dit ça, un plan de carrière, disons on passe de Nancy à Nancy, maintenant d'un mandat local à un mandat national. Le prochain, c'est un ministère si la gauche revient au pouvoir, non ? Vous êtes fixé un horizon ? Pas du tout, pas du tout. Ah non, pas du tout. Moi, j'ai jamais travaillé comme ça. C'est à un moment donné, il y a des opportunités. Quand à Essay-les-Nancy, j'ai rencontré Jean-Paul Monin, Michel Stricher, qui sont venus parce qu'ils avaient entendu parler de moi, en me disant est-ce que ça t'intéresse de faire la liste avec nous ? Quand on était à l'époque en 99. Essay-les-Nancy était une ville quand même majoritairement à droite et conservatrice. Oui. Le fait qu'il y ait une liste de gauche qui puisse gagner, c'était vraiment pas écrit d'avance. Donc ça n'a pas empêché mon engagement, ça n'a pas empêché d'y aller. Il y avait ce qu'on appelle, si je me souviens bien, quand même une petite fenêtre de tir. Il y avait une triangulaire, mais elle s'est ouverte vraiment sur la fin, en fait, la fenêtre de tir. On a vu que là, il y avait une possibilité, mais sinon, ça... Voilà, et puis depuis, la gauche est restée à Essay-les-Nancy, il y a encore. Et à chaque fois, je me suis engagée dans mes mandats, mais sans, le fait de venir à Nancy, qu'est-ce qui vous a poussé Alors, d'abord, je suis nancéenne. Oui. Quand j'ai fait un petit parcours à Essay-les-Nancy, quand je me suis installée dans la vie, quand j'ai commencé ma vie de couple avec un enfant, etc. Parce que acheter une maison à Nancy, c'est quand même très cher pour des jeunes couples. Donc souvent, c'est un peu la tendance et que l'on va dans l'agglomération. Et donc, c'est là que s'est fait une partie de ma vie ACN. Mais moi, j'étais fondamentalement nancéenne et j'adore ma ville et j'y suis très attachée. Donc, quand je me suis pas représentée en 2014, parce que je pouvais me représenter avec l'équipe de Michel Breuil, mais j'avais besoin de faire un pas de côté politique. Parce que c'est extrêmement éprouvant, un mandat d'adjointe au maire dans une commune comme Essay-les-Nancy. C'est une mobilisation les soirs, les week-ends, avec un enfant, un fils qui avait 12-13 ans à l'époque et qui avait aussi besoin que je sois un peu plus présente. Qui aujourd'hui a attrapé le virus de la politique, là, ou pas ? D'une certaine manière, mais il n'est pas encore encarté, mais en tout cas, il me suit de près et il est content de ce que je fais. Mais donc, tout ça fait que finalement...
entre 2014 et 2019-2020, j'ai fait ce pas de côté. Et je n'avais pas de plan de carrière, parce qu'au contraire, si j'avais eu un plan de carrière, je serais restée. J'aurais pu continuer de faire un troisième mandat. 2019, vous connaissiez Mathieu Klein. 2019, je connaissais très peu Mathieu. Je l'avais rencontré, mais je connaissais plutôt Michel Diné, puisque Michel Diné est décédé en 2014, et moi, c'était la fin du mandat à Essay. Et en fait, c'est par une connaissance commune qui m'a demandé de venir travailler avec lui pour la campagne municipale de 2020. Mais j'y suis allée vraiment comme ça, en disant, je veux bien, parce que j'ai une expérience... Je veux bien aider et j'adore ma ville, elle a besoin de bouger. Et quand je voyais dans quel état était Nancy, je me dis, mais il y a tellement de choses à faire, allez, il faut y aller. Donc à chaque fois, il y a une étape et à chaque fois, cette étape, elle ne se fait pas sur un plan de carrière, mais elle se fait sur un engagement au moment où il faut faire l'engagement. Donc là, sur les législatives, vous auriez pu y aller en 2022, mais vous avez respecté Lucas parisien en disant, c'est un candidat LFI à Nancy, point final Alors, c'était un peu ça, mais si vous vous souvenez bien, en 2022, il y avait déjà eu une primo-candidature du Parti socialiste avant qu'on perde très largement les élections présidentielles et qu'on soit obligé de repartager les circonscriptions de manière dure pour le Parti socialiste. Quand même, quand on a fait 1,70% présidentielle, on n'a pas vraiment beaucoup de marge de négociation. C'est un échec pour le moins cuisant quand même. Et en Meurthe-et-Moselle, en 2022, on avait quand même négocié 2 circonscriptions sur 6 pour le Parti socialiste, ce qui était quand même énorme par rapport au reste de la France. Donc, mais en même temps, sociologiquement, et sur le plan de la sociologie électorale, on n'imaginait pas que Nancy puisse avoir un député LFI. Enfin, Nancy est plutôt de sensibilité de centre-gauche... globalement, là. Oui, bien sûr. Nancy a toujours évolué entre le centre-droit et le centre-gauche. Bien sûr. Alors, le score était quand même pas mauvais, puisqu'il a quand même fait presque 48% au deuxième tour, ce qui montre qu'il y avait quand même un score intéressant. Mais c'est vrai que je pense que ça ne correspond pas à la sociologie de la ville, qui, comme vous le dites, est plutôt centre-gauche, centre-droit, mais qui est une ville qui aime la modération et qui est plutôt dans une sociologie qui est plus proche de ça. Donc en 2022, voilà, ça s'était pas fait. Et en 2024, on n'a pas réfléchi longtemps. C'était... Oui, et le PS non plus, il vous a investi d'ailleurs assez vite, ça s'est fait assez vite. Oui. Donc, on avait la question qui se pose le 9 juin, enfin tout le monde se rappelle, je pense que tout le monde se rappellera ce qu'il était en train de faire le 9 juin. Comment vous avez réagi quand vous avez entendu le président de la République annoncer à la télé voilà, finalement j'ai décidé de dissoudre, donner la parole au peuple? Alors moi, je vais vous dire, je me rappelle... C'est une grosse fatigue Non, je me rappelle exactement où j'étais, puisque j'étais dans le bureau 1, en train de dépouiller les bulletins des européennes. Et comme à Nancy, les bureaux sont ouverts jusqu'à 20h, à 21h, on était encore avec nos 38 listes en train de faire des paquets pour pouvoir savoir, parce qu'on avait beaucoup de listes, qui était qui. Et on m'a dit... Voilà, le président dissout l'Assemblée nationale. Donc, je ne l'ai pas vu à la télé. C'est ce qu'on m'a dit. Vous l'avez cru tout de suite pendant que j'étais, moi, présidente du bureau. Donc, j'étais concentrée sur les opérations électorales. Parce que moi, franchement, je vais vous faire une confidence. Quand on me l'a annoncé, j'ai cru que c'était une fake news. Oui. Non, il a fait que le président du bureau, je suis assesseur, me montre la une du site du Monde en me disant, tu vois, là, c'est bien ça. Mais c'était un peu ça aussi. C'est-à-dire que moi, j'étais concentrée sur mes opérations électorales. Quand on m'a dit ça, je l'ai entendu, mais je l'ai pas... Je ne l'ai pas assimilé tout de suite. Maintenant que vous êtes député, qu'est-ce que ça a changé pour vous? Est-ce qu'il y a un saut énorme entre élu local et député? Qu'est-ce que ça change? Comment vous avez débarqué à Paris? Comment vous avez perçu l'Assemblée nationale? Comment ça se passe à l'Assemblée, là? Alors, ça fait beaucoup de questions, là. Oui, non, mais on va les refaire. Comment vous êtes finalement acclimaté à votre... Alors, je ne sais pas si c'est une fonction à votre nouveau mandat. Au nouveau mandat. Alors, c'est vrai que c'est un mandat qui est très différent du mandat local. Mais en même temps, mon mandat local, il me permet de tout de suite bien comprendre les problématiques et ce dont on parle. C'est-à-dire, il manque dans une réalité territoriale qui me permet de bien viser les conséquences de ce qu'on est en train de débattre à l'Assemblée nationale. Par rapport à d'autres députés qui n'ont pas l'expérience que j'ai, des fois, on peut parler de mots, on a des concepts, on a des idées comme ça, mais moi, je vois tout de suite quelles vont être les conséquences au niveau des territoires. Ce qui veut dire, je vais anticiper sur une des questions que je souhaitais vous poser plus tard. Le mandat local, c'est utile, ce qui veut dire il y a des députés hors sol, il faudrait revenir sur le cumul des mandats?
Alors, je ne dis pas qu'ils sont hors sol, les députés, mais je dis que parfois, ils ont pas toujours... Ils ont d'autres références qui leur permet d'avoir une vision parfois un peu plus théorique des choses, mais qui est utile aussi, parce que parfois, il faut savoir faire ce pas de côté. Moi, je suis une universitaire, donc faut avoir du recul, l'idéologie, les principes de base, les principes généraux, c'est important aussi pour expliquer quels sont nos principes politiques, mais en même temps, pouvoir en vivre les conséquences, enfin en tout cas anticiper les conséquences, ça permet d'affiner, d'être plus dans le pragmatisme. Donc est-ce qu'il faut revenir sur le cumul des mandats, par exemple? Est-ce que député-maire, c'était pas une bonne chose ou... Je crois que c'était pas une si mauvaise chose que ça, en dehors du fait que c'est quand même un cumul de mandats, mais je ne sais pas comment les maires faisaient pour être députés, parce que quand je vois le temps que moi j'y consacre, c'est un temps à 100%. Moi, vous y passez combien de temps je peux même pas vous dire. C'est quasiment 7 jours sur 7. Mais vous êtes toujours conseillère municipale et toujours conseillère communautaire. Oui. C'est-à-dire que vous séchez les réunions, là, ou vous arrivez à tout concilier là, je suis allée au conseil municipal du mois de novembre, mais juste au début, parce qu'après, je devais repartir dans l'hémicycle, rentrer à Paris, parce on siégeait le soir. Mais c'est vraiment parce que c'est la période budgétaire. Le reste du temps, je serai là beaucoup plus fréquemment. Ils ont encore le temps de suivre quelques dossiers Oui, parce que je suis encore présidente du groupe des élus majoritaires à la métropole. Donc, on a encore... je vois les dossiers qui passent. J'ai encore des contacts avec mes collaborateurs qui m'expliquent où on en est. Non, il y a encore... justement, c'est important. Puis, on ne peut pas se détacher de 4 ans de mandat comme ça en 2 minutes. Est-ce que ça a changé vos relations avec Mathieu Klein, par exemple ? Est-ce que les relations entre un député et un maire sont modifiées, sont plus distantes, ou elles sont toujours de confiance? Il faudra lui poser la question à lui. Non, mais c'est à vous que je la pose. Ça ne change pas nos relations de confiance, parce qu'on a une relation de confiance et un lien très fort depuis 2019. Donc, ça ne change pas. C'est toujours pareil. On a la même approche. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de gêne entre nous dans les discussions, c'est très fluide. Il sait qu'à l'Assemblée nationale, je défends beaucoup la ville et les collectivités locales. On l'a vu dans le cadre de ce budget-là. Il sait qu'il peut compter sur moi comme... Vous le considérez encore comme votre patron politique? Vous l'appelez de temps en temps en lui disant « Tiens, qu'est-ce que tu penses ?» C'est quand même un compagnon politique qui est important et qui a fait beaucoup pour moi. Enfin, je veux dire, il faut quand même reconnaître à César ce qui est à César. C'est en partie grâce à lui que je suis là aujourd'hui. Enfin, il faut aussi Alors, c'est grâce à mon travail, mon implication, mon engagement et ce que je suis. Mais ça vous arrive de l'appeler en disant « Tiens, qu'est-ce que tu voterais à ce moment-là » ou « Qu'est-ce que tu penses du dossier ?» Il y a encore pas longtemps, je lui ai parlé d'un petit cas que j'avais et sur lequel je ne savais pas trancher. On en a discuté. Oui, tout à fait. Oui, on a une relation qui est tout à fait comme avant. Vous le sentez de bon conseil là-dessus? Il a une expérience que je n'ai pas. Politique, il n'a pas d'expérience de parlementaire, là, puisqu'il a fait le choix des mandats locaux. Il a une expérience politique. Et en plus, il a une hauteur de vue, Mathieu, qui lui est propre quand même, qui lui donne toujours une pertinence dans ses analyses qui est toujours très, très utile. Et à l'Assemblée, vous vous sentez à l'aise au sein du groupe PS vous pouvez travailler confortablement. Par exemple, c'est vous qui avez choisi vos attachés parlementaires ou si on vous les a imposés non, on choisit. Quand on devient député, en fait, on devient un député employeur. Oui. On construit tout de A à Z. On choisit... Puisqu'il faut rappeler que les attachés parlementaires sont de droit privé. Voilà, ils sont attachés aux députés. Donc on devient... Mais il arrive parfois dans certains partis qui sont imposés... C'est pas le cas au parti non. Et moi, ce ne sont pas des emplois fictifs. Ils sont réels, ils sont là et ils travaillent beaucoup. Il y a énormément de travail. Oui, on voit qui vous faites allusion, mais pour l'instant, c'est un procès qui est en cours. Oui. Il y a des emplois fictifs. Il y en a dans tous les partis. Voilà. Donc, en tout cas, il n'y en a pas chez nous. Au PS, on a tous des attachés qui travaillent pour le groupe. Et il y a beaucoup de travail puisque le groupe est passé de 30 à 66. Oui. Donc, on se retrouve avec 66 nouveaux camarades, dont François Hollande, ce qui est quand même un peu atypique d'avoir un ancien président dans ses camarades de promotion. C'est quand même rare. C'est quand même assez rare. Donc, on profite de ses analyses. C'est intéressant. Vous vous sentez proche des analyses de François Hollande? Je ne suis pas d'accord sur tout, non. Mais il est quand même toujours il fait quand même des analyses toujours très intéressantes et d'un très bon niveau, même si on peut ne pas partager totalement son point de vue.
On va rester une seconde avant, on reviendra en deuxième partie d'émission sur la politique nationale et internationale, parce qu'il y a beaucoup d'actualités. J'aimerais qu'on reste un moment sur la politique locale, puisque vous êtes effectivement, si vous rappeliez, j'aurais pu le mettre dans votre portrait, toujours présidente des élus majoritaires à la métropole. Donc c'est à la métropole qu'a le pouvoir, qu'on va dire aujourd'hui, la capacité financière et le pouvoir de décision, plus qu'à la ville. Ça dépend des sujets. Mais en termes de compétences, on a une métropole quand même très intégrée, quand même, oui, quasiment. Oui. Oui, mais par exemple, si vous prenez l'exemple de la police municipale, ça reste la ville. La culture, ça reste la ville. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la ville et qui ne sont pas à la métropole. Mais tous les grands équipements l'infrastructure, voilà, les mobilités, on parle beaucoup du trolley. Et puis, il y a un débat là. On sent un peu pointer les municipales. Par exemple, je vais prendre un exemple concret. C'est le fameux tunnel Charles III. Là. On a l'impression que la municipalité ou l'exécutif, qu'on va dire, puisqu'il y a beaucoup de mutualisation entre métropole et c'est le même président, le même patron d'ailleurs, et ville, on a l'impression que vous êtes en train de sacrifier au dogme du deux roues, de sacrifier à tous les lobbies cyclistes en voulant enterrer ce tunnel Charles III. Ça divise, à droite, là, qu'on fait son cheval de bataille, mais aussi à gauche, on sent qu'il n'y a pas l'unanimité là-dessus. Là. Qu'est-ce que c'est drôle vous qu'on nous répondez ? dise ça, parce que l'un des premiers qui a parlé de remblayer le tunnel Charles III, c'est André Rossino. Donc, ce n'est pas forcément une problématique de gauche ou de droite. Je pense que c'est une vision qu'on veut avoir de notre centre-ville. Il faut voir que la rue Charles III, c'est quand même la rue qui traverse le centre-ville depuis le lycée Sifflé jusque la rue Saint-Nicolas, enfin même jusqu'en bas, jusqu'au boulevard Lobo. Et ça va traverser la rue Saint-Dizier, la rue des Quatre-Églises. Et c'est... regardez à quoi elle ressemble, cette rue, aujourd'hui. Elle est triste à mourir. Oui, c'est une traversante, là, justement. C'est une structurante voiture. Voilà. C'est une autoroute urbaine. Voilà. Elle est triste à mourir. Oui, mais qui est utile, là, quand on voit le flot de circulation. Qui est utile, oui, sauf si, comme nous l'avons fait dans le cadre du plan métropolitain des mobilités, nous détournons une partie de la circulation sur cet anneau de desserte que nous avons créé et que les automobilistes peuvent prendre. Quand ils arrivent à côté du lycée Sifflé, ils peuvent prendre par le ghetto de Varsovie et retourner sur l'anneau de desserte. Ils ne sont pas obligés de traverser complètement la rue Charles III. Donc, dans le cadre du plan métropolitain des mobilités, on a prévu des parcours voitures, mais on a aussi prévu de préserver un peu nos centres-villes et de les rendre plus agréables aussi pour les riverains et pour les piétons, et de redynamiser également... D'interdire la voiture en centre-ville ? C'est pas interdire, parce qu'en fait, dans cette partie-là, la voiture ne sera pas interdite, mais on va apaiser les rues, remblayer le tunnel, parce que de toute façon, ce tunnel-là, il demande beaucoup d'entretien et il aurait coûté cher à entretenir, et c'était déjà un cas à travailler. L'idée, c'est d'avoir une structurante vélo. Donc, on remplace effectivement une structurante voiture par une structurante vélo qui traverse Est-Ouest, qui est très utile aujourd'hui, dont on a beaucoup besoin pour permettre aux uns et aux autres... faire, en clair, du boulevard Charlemagne jusqu'à Austrasie. Depuis Mont-Désert jusqu'à Austrasie, voilà. Mais tout le monde n'utilise pas le vélo, là. Il y a quand même des... Non, mais il y aura quand même encore toujours un accès, il y aura toujours une file voiture. Hein. C'est juste que on ne sera plus une autoroute urbaine, mais ce sera une voie vélo, une voie voiture, avec possibilité sans doute de pouvoir se garer pour aller faire des courses rapides. Il y aura des choses, il y aura de la végétation. Mercier, j'ai continué à me faire l'avocat du diable, même si ceux que je qualifie de diable vont pas aimer. Hein. Moi, j'observe simplement, je compte les points là, mais on va dire que c'est un investissement annoncé de 7,7 millions en ces temps de disette budgétaire, alors que l'État est en train de faire les poches des collectivités. Est-ce qu'il pourrait pas être plus utile ailleurs ? Est-ce qu'en gros l'État essaye de vous piquer, je vais dire, à la ville, à peu près 2% du budget là. Alors déjà, il y a une petite confusion de l'opposition qui est quand même inquiétante, parce que je sais bien que c'est ce que dit l'opposition, enfin l'association Les Nancéens, dont il faut rappeler quand même qu'une des principales actrices a été directrice générale adjointe de Laurent Hénart entre 2018 et 2020, et qui a soi-disant fait des choses à la ville de Nancy, on ne sait pas quoi, mais en tout cas, elle était dans les services et elle pouvait œuvrer, elle, à ce moment-là, quand il était soi-disant utile de faire des choses. Elle ne l'a pas fait. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que les ponctions et la réserve qui sont... Enfin, les ponctions sur les collectivités locales, elles se font sur le fonctionnement.
donc sur les services publics en tant que tels, pas sur l'investissement. Or, la question du plan métropolitain des mobilités, c'est de l'investissement. Sauf que du fonctionnement, ça permet parfois, on peut dégager une part de fonctionnement pour le verser. C'est exactement ça. Mais simplement, si on n'a pas, si le fonctionnement il est piqué avant, on ne pourra pas faire les investissements. On est d'accord. Le fait de reboucher cette trémie, il est prévu dans le plan métropolitain des mobilités, qui est à 230 millions d'euros d'ici 2030. Enfin, on l'a chiffré, on l'a programmé. Alors évidemment, ça va évoluer. On aura le temps de voir, mais c'est pas tout de suite déjà, hein, c'est pas prévu avant 2026. Il y a des municipales en 2026. Là, dans cette perspective-là, il va y avoir un pont qui était attendu depuis des années, qui va traverser le canal, là, le pont Charles III, au bout de la rue Charles III, qui va être fait en 25-26, qui coûte à peu près 5 millions d'euros, et pour lequel personne ne revient en arrière, parce que c'est une ouverture et une perspective intéressante pour les riverains et les Nancéens. Donc, c'est 7 millions, ça paraît beaucoup, mais c'est l'ensemble de l'axe. C'est pas non plus juste le remblai du tunnel. Et par ailleurs, c'est plutôt de l'investissement. Et sur le budget, c'est sur le budget de la métropole, pas de la ville. La métropole, c'est un budget de 650 millions d'euros quand même. Donc justement, puisqu'on parle gros sous là actuellement, je vais rester sur la question de la ponction des collectivités, hein, qui a décidé a priori le gouvernement de Michel Barnier, mais il a déjà lâché un peu de lest par rapport au département. Et au moment où on enregistre l'émission, il est en train de parler devant les maires, devant lesquels il pourrait faire aussi un certain nombre de concessions. Bon, celui qui est au pouvoir en ce moment, qui a les manettes, mais j'allais dire, c'est une vieille habitude de l'État, qu'il soit de gauche ou de droite, d'aller faire les poches des collectivités. Est-ce qu'il n'y a pas un problème entre l'État et la notion de décentralisation quand même qui peine quand même à se concrétiser? Incontestablement. Là, ce qu'on voit, c'est qu'on a l'impression d'être arrivé au bout d'un système où véritablement, depuis plusieurs années, ça a toujours été plus ou moins... Les relations entre l'État et les collectivités locales, ça a toujours été une grande histoire. Je t'aime, moi non plus. Ça dépend quand on en a besoin ou pas. Voilà. Il y a une chose qui est sûre, c'est que les collectivités locales ne sont pas responsables du déficit de 6 points de PIB. Hein. Ça, il faut que ce soit clair. Simplement, les dépenses des collectivités locales rentrent dans les comptes publics. Sauf que nous, on a des recettes en face. Et nos recettes, elles sont équilibrées. C'est-à-dire qu'on a autant de recettes que de dépenses. Il faut rappeler qu'une collectivité est obligée de présenter un budget équilibré à la différence de l'État. Équilibre. L'État voit que les dépenses et dit, oui, il y a eu des dépenses supplémentaires en 2024 parce que, nous arrivons dans un cycle électoral où les projets qui ont été amorcés en 2020, 2021, 2022 s'exécutent aujourd'hui. Donc, grands projets d'investissement, on voit bien le trolley, par exemple. Le trolley, les travaux, en 2025, qui arrivent. Donc, toutes les dépenses se font là, en fin de mandat, puisque c'est le temps des projets. Donc, il y a effectivement, en 2024, une augmentation des dépenses qui est liée à un cycle d'investissement naturel. Et heureusement qu'il y a de l'investissement dans les territoires. Parce que, vu l'état et de la conjoncture économique, ce serait dramatique si les collectivités locales... Qui exactement, ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que les dépenses des collectivités locales, elles n'ont pas augmenté en volume, elles ont augmenté en valeur. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas plus, mais avec l'inflation qu'on a subie ces 2 dernières années, on a un montant qui augmente en permanence. Donc par exemple, je prends l'exemple de la ville de Nancy, sur un contrat d'assurance, on est à 20% de plus pour le même contrat d'assurance en l'espace de 2 ans. Pour l'achat de fournitures et de papier pour nos écoles, c'est 15% de plus. Donc en fait, on n'achète pas plus, mais on achète plus en valeur parce que l'inflation, elle impacte nos dépenses publiques. Et c'est une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, on a fait une augmentation de la taxe l'année dernière, parce qu'on était arrivé au bout. Malgré une promesse municipale, mais Mathieu Klein a dit qu'il ne recommencerait pas comme ça les promesses inconsidérées. Il s'est expliqué là-dessus, c'est vrai. Il a pris ses responsabilités. Estelle Mercier, j'ai proposé de sortir un peu des chiffres pour éviter que nos auditeurs n'attrapent une céphalée soudaine. Là. On va faire une pause musicale, mais vous avez choisi un morceau à la fois emblématique, mais on va dire quand même assez triste. Hein. C'est Sunday, Bloody Sunday. C'est un hymne à la paix. Voilà, c'est un hymne à la paix de U2. Hein. Ça avait été composé après le massacre, on va dire, le massacre d'Irlandais par l'armée anglaise lors d'une manifestation pacifique en 1972. Alors, il faut savoir que quand vous m'avez demandé un choix musical, c'est très difficile pour moi. J'adore la musique. Donc, c'est très difficile de choisir. Et
je voulais choisir à quelque chose qui me représente bien. U2, c'est un groupe que j'ai beaucoup écouté quand j'étais jeune. C'est vraiment un groupe emblématique pour moi que j'ai adoré. Et cette chanson, Sunday Bloody Sunday, c'est avant tout un hymne à la paix. Et d'ailleurs, le groupe la chante régulièrement pour parler du conflit israélo-palestinien, pour parler des différents conflits dans le monde. Bon, on reviendra justement en deuxième partie d'émission sur les conflits. Jusqu'à midi, on va pas se raconter d'histoire sur RCN. Nous sommes en compagnie d'Estelle Mercier, députée PS de la première circonscription de Meurthe-et-Moselle. Nous avons encore beaucoup de questions à vous poser, Madame la députée. Pendant cette deuxième partie, on va la faire plus politique, même si on a déjà parlé un peu de politique quand même en première partie. On va passer à l'actualité politique nationale et internationale. Peut-être déjà un mot sur la crise sociale et agricole qui agite notre pays. Il y a eu quand même des annonces de licenciements Auchan, Michelin, d'autres sociétés arrivent derrière. Sophie Binet pour la CGT avait annoncé 150 000 suppressions d'emplois. J'ai même vu que l'Humanité l'autre jour a titré sur 300 000. Et le ministre de l'Industrie a lui-même reconnu qu'il y a des plans sociaux qui étaient en préparation. Qu'est-ce que ça dit de l'état de la société ? Alors moi, ce que ça me dit déjà en tant que députée, c'est que on est dans les conséquences de 7 ans d'une politique économique qui n'a pas fonctionné. Faut se rappeler que la politique économique d'Emmanuel Macron, c'est de dire je fais des baisses d'impôts, je fais des exonérations de charges pour les entreprises pour améliorer leur compétitivité. Et comme ça améliore leur compétitivité, du coup, ça va créer de la croissance. Or, qu'est-ce que l'on constate ? C'est qu'en 2023, on nous avait annoncé, je crois, 2,4% de croissance, on a eu 1,5%. En 2023, on nous a annoncé 1,8%, on a eu 1 ou 1,2%. Et là, cette année, on nous annonce 1%. Mais on a noté en même temps que le chômage n'a jamais autant baissé. Là. Oui, mais il y a 2 effets sur le chômage. Il y a un effet à la fois structurel du marché du travail qui fait que on a toute une génération qui est partie à la retraite et du coup qui libère de l'espace. C'est tous les baby boomers qu'on connaît depuis longtemps, c'est pas un scoop. Il y a aussi le fait du développement de l'apprentissage qui a permis à de nombreux demandeurs d'emploi de pouvoir s'insérer dans un processus de formation, puisqu'on est quand même passé de 500 000 apprentis à 1 million d'apprentis. Et c'est quasiment la différence du nombre de demandeurs d'emploi qui a baissé. Il y a plusieurs effets, à la fois économiques, à la fois d'effets des politiques publiques qui ont fonctionné. Pour le coup, la politique d'apprentissage, c'est plutôt une politique qui a fonctionné. Mais la politique économique... Si on a l'impression quand même que l'apprentissage a surtout favorisé le supérieur, donc pas forcément les publics recherchés. Si, parce qu'en fait, ceux qui sont... Moi, je pense que l'apprentissage développé dans le supérieur, il valorise tous les apprentissages. Ça montre que finalement, l'apprentissage, c'est pas une voie de garage. C'est au contraire un mode d'apprentissage, un mode de formation par l'alternance qui va à la fois du CAP jusqu'au bac plus 5. Et c'est une manière d'apprendre plus que quelque chose qui était dévalorisé avant, des métiers manuels. Mais est-ce que le politique peut encore beaucoup peser sur l'économie là ? Est-ce qu'il a encore les moyens d'intervenir ? Est-ce qu'il a encore des leviers ? Que les entreprises, finalement, sont libres d'embaucher et de licencier. On n'est pas dans une économie administrée. Non, mais la question, c'est de se dire, aujourd'hui, on n'a plus de croissance, on n'a plus de recettes, on a un déficit public qui est énorme. On sait pourquoi. On sait parce que les recettes, on les a plus, parce qu'on a fait à la fois des cadeaux fiscaux, on a supprimé l'ISF, par exemple, et à la fois, on a fait beaucoup d'exonérations. Il faudrait changer de braquet et se dire que maintenant, il faut favoriser la croissance, la relance par les salaires et par le pouvoir d'achat, ce qui n'est pas du tout la politique actuelle, puisque là, on est dans la continuité de la politique d'Emmanuel Macron. Donc, ce que ça me dit, moi, c'est qu'on en subit les conséquences, on va encore en subir les conséquences. Il y a un aveuglement vis-à-vis de ça qui est très fort du côté du président de la République, qui ne veut pas lâcher sa politique de l'offre et sa théorie que si les entreprises sont compétitives, ça va ruisseler. En réalité, ça ne ruisselle pas. Et donc, il y a un changement de braquet qui doit être fait, qui est possible pour une meilleure justice fiscale, mais aussi pour pouvoir relancer autrement l'économie, comme l'a fait l'Espagne, comme l'ont fait d'autres pays européens, qui ont caracolé à des taux de croissance de 3 ou 4%, pendant que nous, on était péniblement à 1%. Ça, c'est la première chose pour les plans sociaux. Et
je me rappelle plus la deuxième question. Le deuxième sujet, j'allais venir, d'importance aussi, c'est le Mercosur et la crise agricole. Est-ce que le Mercosur, il y a le journal L'Opinion qui affirmait dans son édito la semaine dernière que le Mercosur n'était que le bouc émissaire, je cite, d'une agriculture à la dérive. C'est un peu dur pour les agriculteurs, je pense. Mais par contre, ça a au moins le mérite de questionner où on en est dans la politique agricole commune. Et il y a plusieurs choses qui sont questionnées par les agriculteurs, même si tous ne sont pas d'accord sur tout. Oui, on a compris que c'était surtout la coordination rurale qui est plutôt classée à droite, voire à l'extrême droite. Plutôt extrême droite, oui. La FNSEA qui est plutôt, pour l'instant, qui va essayer, je ne sais pas si elle va faire une course à l'échalote ou pas, mais qui va mobiliser la semaine prochaine. Il faut rappeler qu'on est en période électorale aussi dans les chambres d'agriculture. Oui, ça joue beaucoup. Est-ce qu'il y a quand même un problème avec le Mercosur ou si c'est finalement le Mercosur, la signature du Mercosur risque d'avoir des conséquences assez marginales? Non, je pense que le Mercosur, c'est un vrai sujet parce que c'est quelle alimentation on veut demain. Ce n'est pas uniquement l'agriculture, mais c'est quelle alimentation on veut demain. Est-ce que demain, on veut manger des poulets brésiliens gonflés aux hormones, qui ne coûtent pas cher, mais qui permettent à tout le monde... En fait, il y en aurait très peu, ça concernerait 1 à 2% des importations. Il y a quand même pas mal d'importations dont on ne maîtrise pas la qualité alimentaire. Et donc ça, c'est quand même un sujet. Alors que nous-mêmes, en France, on produit une agriculture de plus en plus qualitative. Et donc, il y a le sujet de l'alimentation. Qu'est-ce que nous, Français, on veut manger on a à la fois la qualité, mais il faut aussi qu'on ait la quantité derrière, parce qu'il faut quand même nourrir... Et manger, et à quel prix? Parce que aussi, on va dire parallèlement, les négociations entre les producteurs et les distributeurs. Et après, il y a la question des intermédiaires dans la chaîne qui sont parfois extrêmement importants. Enfin, les prix, les marges prises dans les supermarchés ou ailleurs sont très importantes. Et là encore, il y a des efforts. Il y a déjà eu des efforts de fait, mais je pense qu'il faut encore revenir sur la loi Egalim, essayer de retirer les marges. Les marges des distributeurs sont quand même encore à 30%. Il n'y a plus beaucoup de producteurs qui sont à 30% de marge, ou enfin d'entreprises qui sont à 30% de marge. Mais en tout cas, sur le Mercosur, ce qui est intéressant, nous, au Parti Socialiste, on a milité contre, on a fait une tribune contre, en disant qu'il fallait qu'on ait ce qu'on appelle des clauses effectives miroirs, des dispositions miroirs effectives. C'est-à-dire que c'est pas que dans un sens, c'est que nous aussi, on doit pouvoir se protéger un peu mieux pour être souverain dans notre pays, une souveraineté agricole, mais aussi industrielle. Et ça questionne aussi le sujet au niveau européen. C'est pas uniquement la France. Donc, est-ce que l'Europe, aujourd'hui, justement, vous m'offrez la transition toute trouvée pour balayer toute l'actualité. Je vais vous parler de l'Europe. Que pèse encore l'Europe quand on a l'impression que l'Europe est quand même à la peine, même si le Parlement vient de valider l'ensemble des commissaires européens. L'état-major est en train de se mettre en place. Mais que pèse l'Europe dans le concert international, là, aujourd'hui? Est-ce que vous n'êtes pas un peu inquiète? Alors, si, d'une certaine manière, même si je crois qu'il faut se souvenir pourquoi on a fait l'Europe. Et quand on se souvient pourquoi on a fait l'Europe, on redevient un peu positif. Parce qu'on se dit, on a fait l'Europe en France avec le pacte franco-allemand. Ça nous a permis d'avoir la paix en Europe. Et depuis qu'on a fait l'Europe, nous n'avons plus jamais été en guerre avec les Allemands. Et après des années et des années et des années de conflits. Là, on a quand même une guerre à notre porte, c'est l'Ukraine. On a une guerre à notre porte et on voit bien qu'effectivement, au sein de l'Union européenne, on arrive à maintenir une certaine paix. Mais pas une unité pour soutenir l'Ukraine. Le problème de l'Europe, c'est qu'elle s'est surtout développée d'un point de vue économique. C'est-à-dire, c'est devenu une entité économique libérale, liberté de marché, liberté de consommation, etc. Ça fait des années qu'on le dit, oui. Et qu'aujourd'hui, on doit consolider une Europe souveraine pour notre industrie, pour notre agriculture, et une Europe de la défense qui, là, manque cruellement, effectivement, pour pouvoir se positionner et porter une voix au niveau mondial. Donc, au niveau de l'Ukraine, là, est-ce que vous êtes inquiète pour l'Ukraine, ou vous pensez que les États-Unis lâcheront jamais l'Ukraine? Est-ce que l'Europe sera encore capable de fournir un effort? Parce qu'elle a annoncé beaucoup d'efforts dans les discours. On s'aperçoit que dans la réalité, c'est quand même un peu plus léger. Alors, le contexte mondial nous invite quand même à être prudents et à être... on ne peut être qu'inquiet. Franchement, l'élection de Donald Trump, dit comme ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle, ni pour nous, ni pour l'Europe, ni pour l'Ukraine. Mais... peut-être que ça va précipiter un processus de paix.
finalement. Oui, mais à quel prix avec l'abandon de territoire C'est le prix que sera prêt à payer l'Ukraine. Enfin, après, c'est pas à nous d'être dans l'ingérence vis-à-vis de ce que peut proposer l'Ukraine, mais c'est suffisamment complexe pour se dire que l'arrivée de Donald Trump peut à la fois tout bousculer, mais en même temps, pas tant que ça, le processus qui est en cours, ou alors s'il le bouscule, il va peut-être l'accélérer, mais pas forcément l'aggraver. Enfin, j'essaye de me dire que, au final, peut-être que ça va permettre. D'ailleurs, on voit bien que Vladimir Zelensky commence à tirer de plus en plus ses sonnettes d'alarme en disant il faut qu'il y ait la paix, je veux la paix en 2025 en Ukraine. Donc, c'est peut-être quelque chose qui va être salvateur pour l'Ukraine. Après, à quel prix, ça c'est autre chose, ça va dépendre des négociations. Mais est-ce que l'Europe pourra peser dans ces négociations ? Je pense que l'Europe pèse, toujours diplomatiquement, d'une certaine manière. Mais même si ces deux piliers que vous citiez, la France et l'Allemagne, sont en pleine crise politique. Ça nous décrédibilise. Ça nous décrédibilise forcément, puisque quand on n'est pas crédible vis-à-vis de nos adversaires. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on n'existe plus. Autre conflit qui dure, là, c'est au Proche-Orient, là, entre Israël et le Hamas. Il y a justement, au moment où on enregistre l'émission, il y a la CPI qui a émis deux mandats d'arrêt contre M. Netanyahou et son ex-ministre de la Défense, M. Galland, qui sont accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Vous pensez que la CPI a raison de persister ? Netanyahou avait déjà dit que la CPI était un repère d'antisémites. Alors, quand on n'est pas d'accord avec la politique de Netanyahou, on est toujours qualifié d'antisémite. C'est un peu facile pour se dédouaner, ce qui n'est pas vrai. Je pense que ce conflit, aujourd'hui, on doit aller vers une solution à deux États. Et autant les actes du 7 octobre sont bien des actes terroristes du Hamas, c'est impardonnable, inqualifiable, et ça, on ne revient pas là-dessus. Autant la politique de Netanyahou est extrêmement dure vis-à-vis de la Palestine et mérite aussi qu'on y mette des limites. C'est ce que fait la CPI. En tout cas, elle met des limites morales, juridiques, même Netanyahou si... n'écoute personne, là. Il n'écoutait même pas son allié américain. Mais il faut forcer à la paix. Là aussi, il faut qu'on puisse intervenir pour forcer à la paix et à la création de ces deux États. On va dire que l'Europe n'a pas pesé là-dessus. Non, là, l'Europe n'a très peu pesé, oui, ça c'est clair. Très peu ou pas C'est plutôt le rôle des... Enfin, c'est plutôt les États-Unis qui, traditionnellement, ont plus de poids sur Israël. Vous pensez que Trump aura plus de poids parce qu'il est plus proche idéologiquement de Netanyahou que Biden ? Je ne sais pas. Là... Et on pourrait évoquer aussi tous les conflits oubliés au Yémen, au Soudan. Je pense que vous regardez aussi. Oui. On n'est pas le dans contexte un monde politique international est pas extrêmement positif. Et c'est vrai que c'est très inquiétant, puisqu'on voit la montée d'extrêmes, on voit le terrorisme qui est présent et qui est là. C'est pour ça que l'hymne à la paix est important. Et je vais vous raconter juste une petite anecdote. À l'Assemblée nationale, on a rencontré l'association Les Guerrières de la Paix, les guerriers et les guerrières de la paix. Alors comme ça, le nom paraît un peu bizarre, mais c'est en fait une association qui œuvre sur le conflit israélo-palestinien. Ce sont des Israéliens et des Palestiniens qui ont tous vécu dans leur chair la guerre, en perdant des proches d'un côté comme de l'autre, et qui disent nous, ce qu'on veut, c'est la paix, on ne veut pas regarder en arrière, on ne veut pas compter les points, on ne veut pas savoir. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, et c'est là où on revient à l'Europe, ils nous ont dit, mais pour nous, le pacte franco-allemand, c'est un exemple. Parce que vous vous êtes battus pendant des années sur des territoires, et notamment la Lorraine, on a beaucoup subi des conséquences, mais vous avez réussi à faire la paix. Et pour nous, vous êtes un exemple de qu'on peut faire la paix, et on peut avoir deux États qui vivent dignement et sereinement côte à côte. Même si, merci pour ce tour d'horizon international, et même si... les Français détestent de plus en plus la politique. Il y a 85% des Français qui ne veulent plus entendre parler des partis politiques. On va quand même parler un peu de politique. Vous essayez de nous faire rêver. Je ne sais pas si c'est le terme en termes politiques, mais de redonner espoir en politique. On va être très concret. Comment ça se passe au sein du NFP là, on est plus proche du cauchemar que du rêve. Là, il y a toujours l'ombre de Mélenchon.
Je prends un exemple très concret. La semaine prochaine, il y a une niche parlementaire qui est réservée à LFI, qui envisage de demander l'abrogation de la réforme des retraites. Jusque-là, tout va bien, sauf qu'ils ont rajouté un petit amendement à la demande de Mélenchon, c'est-à-dire l'abrogation de la loi Touraine de 2014. Rappelons que la loi Touraine prévoyait l'allongement de la durée de cotisation. Qu'allez-vous faire la semaine prochaine? Alors la loi Touraine, elle prévoyait l'allongement, elle prévoit puisqu'elle s'est appliquée, elle s'applique. Tout à fait. Aujourd'hui, elle prévoit l'allongement de la durée des cotisations, mais en échange, rappelons-nous qu'il y avait des critères de pénibilité qui avaient été définis et il y avait toute la question des carrières longues qui étaient évoquées. Quand Emmanuel Macron est arrivé au gouvernement, il a supprimé les critères de pénibilité parce qu'il a considéré que c'était trop compliqué. Donc, il a enlevé une partie de la loi de Touraine, en fait, de cet équilibre qui avait été créé. Donc, dans cette loi, effectivement, on a eu un amendement hier qui n'est pas passé... qui n'a pas été voté en commission, mais qui peut revenir en séance et qui sera peut-être voté en séance pour dire que si nous, on est évidemment fondamentalement contre la réforme Borne, c'est-à-dire abroger la réforme Borne, ça nous paraît être une nécessité pour tout le monde. On sait que ça divise le Parti socialiste, les élus du groupe socialiste, certains disent qu'il faut préserver l'unité, on est prêt à tout voter, même à mettre notre main dans la poche. Et d'autres ne vont pas le voter. Je réfléchis pas comme ça. Moi, c'est pas tellement le NFP, LFI, etc. qui m'intéresse, c'est les citoyens. Oui, mais concrètement, qu'est-ce que vous allez voter la semaine prochaine? Moi, je me suis engagée, donc je voterai pour cette abrogation de la réforme des retraites, parce que pour moi, c'est ce qu'attendent les citoyens, c'est ce qu'attendent les électeurs. Après, le texte fera son chemin parlementaire. Il aura la possibilité d'être amendé encore plein de fois, et donc le résultat ne sera certainement pas celui que souhaite LFI. Donc moi, je ne tomberai pas dans ce piège-là. Pour moi, ce qui compte, c'est qu'est-ce que veulent les citoyens, qu'est-ce qu'ils attendent de leurs députés. Et de moi, je pense qu'ils attendent que je dise non à la réforme des retraites. On va vous reprocher de voter l'abrogation de la loi Touraine aussi. Non, parce que c'est pas ça que je voterai. Je voterai pour ce texte en sachant que derrière, il y aura d'autres modifications qui seront apportées et en l'état, il ne passera pas, il n'ira pas au-delà. Donc, et par ailleurs, nous avons encore, nous, au PS, une niche parlementaire le 12 décembre. Donc, si ce texte-là ne phosphore pas, on en aura encore une possibilité le 12 décembre. Donc, il faut rétablir l'amendement. Voilà. Donc, il n'y a pas de LFI, pas LFI. Au sein du NFP, il y a quand même une certaine... quand je vois comment ça s'est passé pour le budget, on a voté quand même de façon... pas tout le temps similaire, des fois on n'est pas d'accord, hein. Il y a des choses qu'on n'approuve pas nous au Parti Socialiste et vice-versa, et avec les écologistes aussi, parce qu'on n'est pas tout seul, et le groupe GDR, mais on a fait bloc, notamment face au Rassemblement National, et heureusement qu'on était unis, et heureusement que la gauche était là pour, dans l'hémicycle, faire face au Rassemblement National, parce que dans les bancs du centre, et dans la coalition gouvernementale, il n'y avait personne. Oui, on a vu 87% d'absents. Là, exactement. Est-ce que vous êtes prêt à faire tomber le gouvernement avant Noël, c'est-à-dire à joindre éventuellement vos voix? J'ai vu que M. Coquerel était prêt à le faire, le président de la Commission des finances et membre de LFI, à joindre vos voix à celles du Rassemblement national qui agite la menace. Alors, s'il y a une motion de censure, ce n'est pas forcément le Rassemblement national qui va la présenter. Je pense qu'il y aura une motion de censure qui sera présentée par la gauche. Donc, on ne va pas nous joindre nos voix au Rassemblement national, mais on va sans doute proposer une motion de censure, notamment après le 49.3, qui sera sans doute déclenché, puisqu'on a quand même travaillé pendant 1 mois sur un budget auquel on sait qu'il va y avoir, à la fin, ça va se finir par un 49.3. Vous êtes prêt à faire tomber donc, le gouvernement Barnier avant Noël? Motion de censure, c'est-à-dire que... C'est une hypothèse sur laquelle travaille d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon, en disant, de toute façon, derrière, il y aura... une présidentielle anticipée, parce que Emmanuel Macron va démissionner, là. Vous y croyez? Alors ça, c'est l'hypothèse de Jean-Luc Mélenchon qui voudrait qu'il y ait une présidentielle anticipée. C'est votre sentiment? Non, je ne pense pas qu'il y aura une présidentielle anticipée. Je pense qu'après, si y a le gouvernement Barnier tombe, on va peut-être s'orienter vers un gouvernement technique ou peut-être un gouvernement de gauche. Enfin, en tout cas, moi, j'espère qu'on va revenir à l'hypothèse d'un gouvernement NFP de gauche, Avec Lucie Castet ou Lucie Castet, c'est Lucie passé Castet, c'est passé. Je pense qu'il ne faut pas s'entêter. C'est encore tous les jeudis matins avec elle représente la société civile. En fait, elle représente la société civile, elle est assez fédératrice des associations, des syndicats, de tous ceux qui ont soutenu le NFP. Donc, elle a une voix. Mais aujourd'hui, on sait, on en est conscient qu'il faut travailler sur une autre hypothèse. Et dans les autres hypothèses, en ce moment qui circulent aussi, c'est présidentiel, anticipé ou pas.
Qui peut être le bon candidat pour le PS? Ça peut être François Hollande qui dit « j'irai pas », mais bon, personne ne le croit forcément. On n'est pas obligé de le croire, ou ça peut être Bernard Cazeneuve. Pour les présidentielles anticipées, vous dites? Non, anticipées ou pas anticipées. Est-ce que Cazeneuve, ça peut être un bon candidat? Cazeneuve, c'est un homme de gauche, quoi qu'on dise. Et moi, je préfère largement un homme de gauche au gouvernement qu'un gouvernement Barnier avec un Bruno Retailleau, avec les quelques ministres qui ont des... enfin, des ministres qui ont des politiques extrêmement droitières et dangereuses pour la France. Donc oui, si on a une hypothèse d'un gouvernement à gauche, évidemment qu'on sera derrière ce gouvernement à gauche. Bon, on va terminer, parce qu'il nous reste 3 minutes d'émission, juste par une question sur le Parti socialiste, donc très, très politicienne. Est-ce que vous faites partie des élus qui demandaient un congrès avant l'été pour éventuellement changer de premier secrétaire du PS? Alors moi, je ne suis pas certaine qu'un congrès en ce moment, dans l'instabilité politique qu'on est en train de vivre, je trouve que dans le PS, on a une diversité d'opinions qui est très riche, qui doit être une richesse. Et là, ça devient parfois, à force de s'exprimer les uns contre les autres, finalement, ça nous plombe plus que ça nous permet de grandir pour vous, et de Olivier progresser. Faure est un bon premier secrétaire, là, il n'est pas à la remorque de Mélenchon. Il faut quand même se souvenir que Olivier Faure a repris le parti en 2017, au moment où on faisait 6% en présidentielle. Que c'est Olivier Faure qui a proposé, par exemple, la candidature de Raphaël Glucksmann il y a quelques années contre l'avis de ceux qui aujourd'hui prônent Glucksmann. Enfin, il y a quand même un historique derrière qui montre que le parti s'est relevé et s'est relevé dignement et aujourd'hui on est plus fort que jamais, mais on n'est pas encore assez fort, me semble-t-il, pour partir tout seul comme ça. Le grand parti socialiste n'est pas encore revenu. Enfin, j'ai pas le sentiment. Par contre, ce que je vois, ce que je sens et ce que je vois aussi, ce que me disent les électeurs, c'est que l'union de la gauche, elle est importante. Et on a aussi de la diversité dans notre union de la gauche. Et moi, le problème Mélenchon, pour moi, ça n'a jamais été un sujet. LFI, sont aussi des députés très variés. Il y a des proches de Mélenchon, mais il y a aussi des députés avec qui on travaille extrêmement bien. Et donc, il y a plein de possibilités de configuration possible à gauche. Est-ce qu'il faut pas mettre Mélenchon à la retraite, comme demandait récemment, enfin, je résume un peu sa pensée, Mathieu Klein, là? Moi, je pense que Mélenchon, c'est un problème, effectivement. Mais ce n'est pas un problème pour le Parti socialiste, c'est un problème pour LFI. Voilà. Eh ben, on va terminer. On a encore beaucoup de questions à vous poser. Et on va terminer rapidement aussi en musique, en chanson, là, pour rendre hommage à Charles Dumont, à Édith Piaf, avec De rien. Merci d'être venu, Estelle. Merci beaucoup pour votre invitation. RCN, www.rcn-radio.org